Voilà, bonsoir à toutes et à tous. J'ai la lourde mission de vous accueillir de la part de M. Fadi, président de l'Appel, et de l'Appel de Saint-Pierre-Chanel, qui œuvre quasi au quotidien voilà, pour l'accueil de vos enfants dans l'établissement, et ce soir pour vous accueillir vous-même. Alors, on va se charger ce soir de votre rôle difficile de parent d'élèves, voilà, et de vous donner quelques pistes pour faciliter cette lourde tâche de tous les jours, du quotidien. Pour certains, la tâche est un peu plus lourde que pour d'autres, mais toujours est-il qu'on a toujours besoin de quelques conseils voilà, dans ce genre de situation. Alors, en concertation avec l'Appel, nous avons jugé utile d'inviter Madame Gardier, professionnelle de l'éducation, qui va vous donner toutes les informations nécessaires à ce sujet-là, comment aider ces enfants dans les devoirs, comment les aider à mémoriser. Enfin, vous allez voir, j'ai assisté moi-même hier à sa représentation et elle vous donne plein de pistes, effectivement, qui seront une aide pour vous. Donc, un grand merci à elle de s'être déplacée 2 jours dans notre belle région et malheureusement, on l'a accueillie quand même avec un temps qui n'était pas top top. Voilà, mais bon, après tout, c'est aussi ça la Lorraine. Voilà. C'est pas Nice. Voilà, en tout cas, merci encore. J'aurai pas l'occasion de vous remercier en fin de présentation. Je laisserai le soin à M. Nikiforov de le faire. Mais en tout cas, merci. Et puis, on espère pouvoir poursuivre peut-être sur d'autres thématiques prochainement. Donc, je suis bavard, donc je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Je vais la laisser à Mme Gardier, puisque, après tout, c'est elle qui est à la manœuvre ce soir. Merci encore. Merci, Monsieur Steinmetz, pour votre accueil. J'ai résisté à la pluie, à l'orage, à la grêle, donc j'ai bien l'intention de rester là ce soir et de vous partager ce que j'ai à vous partager. Merci pour votre accueil. En plus, on vous a donné aujourd'hui un matériel qui marche. Donc voilà. Donc on est là jusqu'au bout de la nuit, je vous préviens. Voilà. Alors, ce soir, nous allons nous parler plus comment accompagner son enfant à préparer le brevet. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Hop. Alors, attention, c'est là que j'essaye si ça marche. Il n'est peut-être pas allumé. Hop. Ah. Merci. Oui, déjà un bon point. Voilà. Alors, pour ce soir, je vous propose 5 axes. Nous allons aborder 5 axes. À la fin de chaque partie, si vous le souhaitez, vous pourrez poser vos questions. Ça évite de les garder toutes pour la fin. Donc, la conférence va se dérouler de cette façon. Je vais me présenter. Désolée pour ceux qui étaient là hier. Forcément, c'est la même présentation. Et je vais vous demander de vous présenter aussi via l'application WooClap. Alors, c'est ce que je bidouillais avant que vous arriviez, puisque normalement, j'avais inséré les diapos pour se connecter à WooClap au milieu de mon diaporama, mais ça ne fonctionne pas, donc je vais le faire à la main. Toc. Et normalement, voilà. Donc vous avez un QR code à scanner, si vous voulez bien, et comme ça, on verra vos réponses s'afficheront directement. Alors, pour ceux pour qui le QR code ne fonctionne pas, vous pouvez vous connecter aussi sur le site WooClap et le code de l'événement est ici. Voilà. On va attendre un petit peu. Oui. Est-ce que vous donnerez une copie de la présentation ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que certains ont encore besoin de temps?
c'est tout bon? Alors, hop, on va essayer d'atteindre les 50. Voilà. Si vous avez encore besoin de temps, vous pouvez lever la main, je sache. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Hein. Non. Donc là, ouais. Donc, première question, qui êtes-vous? Vos enfants sont en 3e, 4e, 5e, 6e, autres. Je vous laisse le temps de répondre. Moi, je fais ma petite présentation et on revient à ça après, du coup. Hop. Ah. Pardon, du coup, ça a bougé le mauvais... voilà. C'est revenu là, normalement, c'est tout bon. Alors, donc, on va y arriver. La petite présentation, la vôtre, la mienne, la partie présentation des conseils. Et après, s'il y a encore des réponses auxquelles je n'ai pas répondu, je reste à disposition pour répondre à vos dernières questions. Voilà. Hop. Donc, je m'appelle Karine Garnier, comme vous l'a dit M. Steinmetz. Je suis la fondatrice de Cap Réussir. Donc, je ne sais pas si dans le mail d'invitation, je pense que vous aviez eu les liens. Je suis actuellement enseignante en reconversion, cette année en disponibilité. Et du coup, je me présente comme consultante spécialisée dans la relation aux apprentissages. Et on va voir après ce que ça veut dire. Et aussi maman de 2 enfants de 22 et 24 ans. Je tiens le bon bout. Yes! Ma mission, à travers Cap Réussir, entre autres, c'est de permettre aux parents d'accompagner efficacement la scolarité de leurs enfants pour retrouver la sérénité en famille. Belle mission. Je pense qu'on vise tous. Et donc, mon objectif, c'est de mettre à profit mon expérience dans et hors éducation nationale pour créer un pont entre l'école et la maison. J'en ai parlé hier. Je me suis rendu compte vraiment quand j'étais enseignante et surtout directrice d'école et enseignante spécialisée où je travaillais plus avec des parents. Souvent, je recevais des parents qui avaient envie de bien faire, mais qui ne savaient pas comment faire. Donc, on avait d'un côté les enseignants qui disent les parents, ils en font trop, ils en font pas assez. De l'autre côté, les parents qui ont envie de faire du mieux et ils ne savent pas comment. Donc, je me suis dit, il faut les aider, il faut faire quelque chose, il faut que je partage tout ce que je sais. Voilà comment est né Cap Réussir. Donc voilà, mon pédigré, mon CV, 14 ans de directrice d'école, 10 ans d'enseignement pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage, 27 ans d'enseignement, j'en perds la voix, d'enseignement de la petite section à la 3e et formatrice d'enseignants et d'AVS, donc les AESH. Au niveau de Cap Réussir, au départ, c'était juste une aventure comme ça, un blog, une chaîne YouTube, et puis je me suis dit, mais ça me plaît vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça à plein temps et d'en vivre. Donc j'ai créé mon entreprise il y a un an et demi, et depuis, voilà, je fais des accompagnements individuels, des accompagnements en groupe, accompagnements de famille, de parents, d'enfants, etc. Mes sources, je suis passionnée de psychologie et de pédagogie depuis que j'ai 15 ans. J'ai suivi plusieurs formations en neurosciences, forcément au niveau des apprentissages, techniques d'apprentissage. Je me forme actuellement aussi à la communication non violente et je suis passionnée de méthodes d'organisation et de productivité. Donc, nous allons voir vos réponses. Ah. On a du mal à s'adapter. Voilà. Ça ne s'adapte pas à l'écran. Voilà. Donc, une majorité de 4e, les parents qui anticipent la préparation au brevet, 3e, 5e, 6e et OK, super. Donc, c'est bien, 4e, vous avez le temps de voir venir les choses. Merci pour vos réponses. Alors, oui, le 2e, du coup, c'était quoi ? Hop. Donc, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de stress ?
concernant le brevet. Donc là, je vais, pour que ce soit plus simple, voir tout. Oh, on est monté à 63 connexions, super. On va attendre tout de suite les réponses. Ça va, ils ne sont pas trop stressés. C'est bien, bravo, vous avez bien travaillé. Je ne sais pas si on demanderait aux enfants jeunes si ce serait la même chose. Je pense qu'on aurait les deux extrêmes. Ok, ben, globalement, une moyenne à 3. Donc super. Oh, ça ne bouge pas beaucoup. J'espère qu'à la fin de cette conférence ce soir, vous serez à 1. Votre niveau de stress aura baissé. Voilà, merci. Alors, peut-être qui contribue à ce stress, cette éternelle question, enfin j'aurais pu mettre au pluriel, hein, c'est, surtout en 4e, 3e, faut-il aider son enfant? Faut-il le laisser faire seul? Est-ce que je suis assez sévère? Est-ce que je suis trop sévère? Est-ce qu'il faut que je contrôle tout? Est-ce qu'il faut que je lui fasse confiance? Est-ce que c'est des questions qui vous parlent? Est-ce que vous les posez? Voilà. Donc, je vous propose d'y répondre ce soir. Avec, alors ça, pour ceux qui étaient là hier, je garde le même principe. Vous verrez qu'il y a des parties communes, forcément, puisque la base est la même, et après des parties spécifiques au 4e, enfin la préparation du brevet. Donc, je vous propose de répondre à cette question à partir de 2 axes. Le premier, c'est au niveau de la bienveillance. C'est sûrement un mot dont vous avez entendu parler, on en entend de plus en plus parler, l'éducation bienveillante, etc. Et on est tout le temps en train de se... Enfin, il me semble qu'on est tout le temps en train de se demander est-ce que je suis assez bienveillant, pas assez, etc. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est au niveau de l'exigence. On peut être bienveillant, on se dit mais si je suis bienveillant, est-ce que je suis assez exigeant? Est-ce que je lui en demande assez, etc. Donc c'est le deuxième axe. Et je vous propose qu'on croise ces 2 axes. Pardon, hop, on va revenir en arrière. Si c'est ça, ok. Voilà, je vous propose qu'on croise ces 2 axes qui nous fait 4 cadrans et je vais vous demander de vous positionner dans un de ces cadrans. Est-ce que je me trouve pas suffisamment exigeant, exigeante, mais la bienveillance, ça va. À l'inverse, est-ce que je me trouve très exigeant, mais pas assez bienveillant, etc. Vous avez compris le principe. Et j'ai perdu mon... Vous avez encore le clap qui fonctionne? Parce que je ne l'ai plus, moi. Alors, je vais en profiter pour... S'il y en a qui sont arrivés entre-temps et qui veulent... Oh, j'ai du mal avec la souris, puis si je mets le pointeur... Voilà, s'il y en a qui sont arrivés entre-temps et qui veulent se connecter, et après on va regarder vos réponses du coup. Pardon. Ah. C'est pas perdu, on peut toujours retrouver. C'est tout bon? Voilà, donc je vous propose de répondre à cette question. Voilà, normalement, j'avais prévu de vous montrer la diapo, de parler, puis de regarder les réponses après, mais là, du coup, on va attendre les réponses directement. Quand même. Toujours un. Alors, je trouve ça toujours très intéressant d'observer ces réponses. Parce que déjà, moi, la personne qui s'est mise dans le cadre en 2, je pense que si vous êtes là ce soir, vous ne pouvez pas vous dire pas assez bienveillant, pas assez exigeant. Je pense que c'est justement, ça montre que vous avez, vous l'êtes, vous avez envie, vous l'êtes,
Vous avez envie de fournir le meilleur à vos enfants, donc à la fois de l'exigence et de la bienveillance. Après, ça se répartit. Ok, super. Bon, après, on est un peu dans les 3 cadrans, donc ça va être intéressant de voir la suite. 50 sur 67, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir laisser beaucoup de temps pour répondre, parce que sinon, ça va être un peu long. Et voilà. Voilà. Alors, normalement, j'avais prévu de vous expliquer ça pendant que vous répondiez. Cet axe de la bienveillance, ce qui était là hier, vous vous rappelez ? Parce que c'est ce à quoi ça fait référence. Aux découvertes des neurosciences, il y a eu beaucoup de recherches au niveau des neurosciences qui ont été notamment relatées par le docteur Catherine Guéguen. Je vous ai ramené certains de ses livres ici, vous pourrez feuilleter. Après, je n'en ai pas trop parlé hier. Vous avez aussi ce livre-là qui est pas mal... si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans ces découvertes, et alors celui-là, bon courage parce que c'est un bon pavé, quoi. Voilà. Donc, les neuroscientifiques ont mis en évidence que le stress bloque les apprentissages. Donc, plus votre enfant va être en situation de stress, moins il pourra apprendre, moins il aura accès à ce qu'il aura appris, et moins il pourra mettre de nouvelles connaissances, compétences dans son cerveau. D'où l'importance de cet axe de la bienveillance. Donc, vous avez le livre, et si vous voulez juste un résumé, vous avez ce site qui propose un article sur ce sujet. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure, j'enverrai le diaporama, vous aurez accès avec les liens cliquables et les références. Le deuxième axe, l'axe de l'exigence. Et là, pareil, ceux qui étaient là hier, vous vous souvenez, l'information qu'a mis en évidence aussi... qu'ont mis en évidence les neurosciences, c'est que le cerveau n'est mature qu'à 25 ans. Et c'est ce que je disais hier, en plus cet âge fluctue, et j'ai même lu des articles qui parlent de 30 ans maintenant. Donc vous voyez, bientôt ils vont nous dire qu'on n'est pas mature quand on arrive à la retraite. Voilà. Donc ce qui explique, quand on dit ça, que le cerveau n'est pas mature, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on prend... Enfin, ça veut dire qu'on va avoir, quand on prend une décision, elle n'est pas forcément contrôlée, elle n'est pas forcément réfléchie. Plus on est petit, moins elle est réfléchie. Après, il y a une période où ça augmente, et il y a une autre période où ça tourmente, c'est bienvenue à l'adolescence. Là, à ce moment-là, tout l'autocontrôle qu'ils avaient acquis, l'autocontrôle, c'est vraiment, c'est-à-dire agir en s'empêchant de faire spontanément des choses qu'on avait fait jusqu'ici, en faisant un pas de côté ou en prenant du recul et en réfléchissant, etc. Alors, j'aurais pu chercher une autre anecdote qu'hier, mais je n'ai pas eu le courage, donc je vais vous raconter la même. Je prends l'exemple, c'est vraiment le plus frappant, je trouve, et il parle à tout le monde, c'est en voiture. Moi, je prends l'exemple, quand je travaillais, j'allais d'une école à l'autre tous les jours. Pour aller de la première à la deuxième école, tous les jours, je tournais au deuxième feu. Et quand j'allais à mon cours de danse, c'était le troisième feu. Et bien, vous pouvez être sûr que 3 fois sur 4, je tournais au deuxième feu comme à l'habitude. Pourtant, il me semble que j'ai un peu plus de 25 ans. Mais voilà, c'est vraiment cette histoire d'autocontrôle. Ça a été mis en évidence par des neuroscientifiques qui disent qu'on a cette partie où on va s'empêcher d'eux. Et ça, rappelez-vous, c'est quand vous dites « mais c'est pas possible, tu le fais exprès » ou « qu'est-ce qui t'arrive donc ?» C'est justement que cette partie du cerveau de l'inhibition, elle est en mode off, quoi. Voilà. Ou elle n'est pas encore suffisamment développée. Super. Alors, il faut être bienveillant, pas leur mettre de stress, en même temps exigeant, se rappeler qu'ils ne s'autocontrôlent pas. Comment on fait avec tout ça ? Alors, les réponses, on les avait déjà regardées. Donc, on va aller décortiquer un petit peu ces différents cadrans. Donc, le premier, le parent hyper bienveillant, mais pas suffisamment exigeant, il est souvent qualifié de laxiste. Après, c'est intéressant de voir où vous vous situez, parce que je trouve qu'on est toujours très dur avec soi-même. Donc, à voir, et à voir si vous avez envie de basculer dans un autre côté. Parent qui est dans le deuxième cadran, il est plutôt négligent. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes là ce soir, déjà, c'est pas possible, quoi. Vous n'êtes pas négligent,
et encore moins si on était vraiment dans les moins en abscisse et en ordonnée. On va faire un peu de maths. Hop. Vous seriez parents maltraitants. Il y en a? Levez la main, qu'on les dénonce tout de suite. Troisième cadran, le parent autoritaire. Ça, vous devez sûrement entendre vos enfants qui disent « Ah, mais tu es toujours en train de crier, tu es trop sévère, etc. etc. » Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de garder les mêmes exigences, mais en ajoutant de la bienveillance. Et ça, bravo à ceux qui étaient déjà arrivés ici, pour moi, c'est être dans ce cadran-là, c'est changer d'attitude par rapport à son enfant, c'est ne plus être tout le temps dans le contrôle, dans la vérification, c'est l'accompagner à grandir. Un petit peu, ils vont être tous bientôt aux âges de la conduite accompagnée, les inviter, les accompagner à grandir comme ça en devenant leur coach quelque part. J'aime bien utiliser, dire ces deux formules-là. Donc, parents, devenez le coach de vos enfants ou l'allié de vos enfants. Mais en tout cas, ne soyez pas les profs de vos enfants. Ne leur refaites pas une deuxième journée d'école après le collège, parce que là, ça va un petit peu tendre les relations. OK, une fois qu'on a dit ça, on fait comment? Donc, c'est ces 5 axes qu'on va voir ce soir. Donc, j'ai reformulé l'intitulé, c'est « Comment devenir le coach de son enfant ». Donc, je vous ai remis la définition de coach, qui vient au départ, qui est utilisée pour le sport. Et quand on pense au coach sportif, alors si on met de côté les sportifs de très haut niveau qui sont vraiment poussés à l'extrême, le coach, on le voit là, il évalue toujours les points forts. Hop. La main gauche, je vais y arriver. Il évalue toujours les points forts et les faiblesses. Et il s'assure du bien-être, de la santé en général. Donc ça va être des points importants que l'on va voir aussi. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut se dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi, être coach de mon enfant, quand l'école, pour moi, c'est un mauvais souvenir, quand j'ai pas le temps, pas la patience de l'aider, que je rentre tard du boulot, surtout quand il y a des grèves, que j'ai eu ce mauvais souvenir, difficulté, ou manque de patience, et même ce que j'avais rajouté, mais on ne l'a pas modifié, c'est aussi à l'âge en 4e, 3e, vos enfants souvent ils disent « mais laisse-moi faire, je gère ». Je pense que ça, vous l'avez entendu. « Non mais c'est bon, je gère ». Le nombre de fois où j'ai entendu ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir ça justement ce soir. Qu'est-ce qu'on fait quand ils nous disent « c'est bon, je gère » ou quand on a eu une sale journée, etc. On va commencer sur le premier axe au sujet de la mémorisation. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette introduction? Toujours la première question, la plus difficile. Là, vous parlez beaucoup du parent lui-même, de ce qu'il peut faire, etc. Ok, ça c'est. Je vais passer le micro. Mais aussi, ça dépend de l'enfant lui-même. Ça dépend de. Je vous donne. Ça dépend beaucoup de l'enfant lui-même. S'il a envie, s'il n'a pas envie, les capacités qu'il a, ça dépend de plein de choses. Et ça ne dépend pas que du parent. Tout à fait. Hier, c'était rigolo parce qu'à chaque fois qu'on m'a posé une question, à chaque réponse, je disais ça dépend. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de là où il en est, de ses difficultés. Donc c'est exactement ce qu'on va voir. Comment faire pour s'adapter à son enfant et vraiment à sa situation. Tout à fait. Vous voulez? Non, c'est bon? Non. Alors, la mémorisation, elle est en 3 parties, 3 étapes importantes. Ça va faire une révision pour ceux qui étaient hier, parce que je pense que c'est assez dense tout ça. Il y a la première partie où on va mettre en mémoire des nouvelles informations. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous m'écoutez, vous regardez les diapos, etc. La deuxième partie, ça va être OK, ça arrive jusqu'à mon cerveau et maintenant, il faut que je les traite dans le cerveau. Et les traiter dans le cerveau, ça veut dire faire des liens avec ce que j'avais déjà dans le cerveau et ce qui arrive de nouveau. Alors, normalement, j'utilise les deux mains, ça va être compliqué. Mais l'idée, c'est le cerveau fonctionne toujours en réajustant par rapport à quelque chose qu'il connaît déjà. Soit ça vient confirmer ce qu'il connaissait, soit ça infirme ce qu'il avait en tête. Donc on réajuste tout le temps.
l'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du portrait robot. Vous voyez, vous avez déjà vu, enfin moi j'en ai jamais fait, mais on voit ça dans les séries. Non, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, un peu, voilà, des cheveux un peu plus longs, un peu moins longs. À chaque fois qu'on va mettre une nouvelle connaissance dans son cerveau, c'est ça s'accroche sur le reste. Donc ça va se ranger dans une partie des souvenirs, dans une partie du cerveau. D'où l'image avec les petites boîtes, les répertoires, etc. Et d'où l'importance de vraiment aider, ça peut être déjà une première piste, d'aider vos enfants à classer leurs informations dans leur tête. Alors vous n'avez pas accès au cerveau, vous n'allez pas leur brancher des électrodes, donc bien évidemment, on va les aider à se créer des outils pour apprendre qui leur permettront de mieux classer l'information. Et la troisième étape, plus connue, c'est celle des fameuses révisions. Tu connais ta leçon, viens, je t'interroge, etc. Et on revoit. On va reprendre chacune de ces étapes. Allez, je refais comme hier. Est-ce que vous connaissez les différents types de mémoire ? Voilà, j'adore ça, parce qu'à chaque fois on me répond ça. Et ça, ce sont des neuromythes. Les neuroscientifiques disent de plus en plus qu'il n'y a vraiment rien qui fonde cette distinction, que tout le monde, ils montrent de plus en plus, ils mettent de plus en plus en évidence que tout le monde utilise tous ses sens, ces 5 sens. En grande majorité le visuel, et après ça va être selon les circonstances, selon des cas, il va y avoir un sens qui va être plus utilisé que l'autre. Et pourquoi ça a fonctionné ça ? Parce qu'en fait, depuis qu'on a parlé de ça, de mémoire auditive, visuelle et kinesthésique, tous les enseignants qui sont sensibles à ça sont dit, comme dans mon cours, j'ai des visuels, des auditifs et des kinesthésiques, j'adapte et je présente l'information sous les 3 formes. Et en fait, le fait de la présenter sous les 3 formes, ça va mieux rentrer dans le cerveau. C'est la première image, utiliser au maximum tous les sens. Et du coup, alors, si ce n'est pas ça, quels sont les différents types de mémoire ? Donc, les différents types de mémoire, vous en avez 4, mais nous, on va en parler de 3. Vous avez la mémoire qui est vraiment de tout ce qui est connaissance encyclopédique, des définitions, des tables de multiplication, des formules, ce qu'on appelle vraiment le par cœur. Donc ça, c'est la mémoire sémantique. Vous avez tout ce qui est, après, savoir-faire, faire un exercice, faire un sport, jouer d'un instrument de musique, toutes ces choses-là, c'est des savoir-faire, c'est la mémoire procédurale. Et la troisième, qui est celle qui fonctionne le mieux, qui nous permet de le mieux mémoriser, c'est la mémoire épisodique, c'est la mémoire qui nous crée des souvenirs. Je suis sûre que vous avez tous des souvenirs d'il y a 10 ans, 20 ans, et c'est comme un flashback, quoi. C'est vraiment une scène qui est ancrée dans nos têtes, et c'est ça la mémoire épisodique. Donc plus on va offrir, plus nos enfants vont se mettre, on va leur offrir, quand je dis on, c'est enseignants, parents, etc., des situations un petit peu où il y a un petit détail qui marque, un petit détail qui permet de se raccrocher, à se dire le jour où j'ai appris ma leçon de maths, ce n'était pas exactement la même situation, le même environnement que le jour où j'ai appris ma leçon d'anglais, par exemple. Quand ils rechercheront s'ils ont un petit trou de mémoire, quand ils rechercheront leurs souvenirs, ils diront « Ah oui, alors ce jour-là, et ça on en parlera tout à l'heure, ce jour-là j'apprenais la leçon dans le salon, ou ce jour-là il pleuvait, il y avait de la grêle », des choses comme ça. Et on parle souvent de poignées, pour aller accéder aux souvenirs. C'est une poignée qu'ils vont tirer, et de ce souvenir, après, ils vont pouvoir raccrocher leurs connaissances. Donc ce qui veut dire que, on verra ça quand on va parler ensuite de l'organisation. L'idée, c'est de leur offrir de la variété. Variété sur la façon de présenter, variété sur l'environnement, et par exemple, ne pas leur demander d'être tout le temps à leur bureau. Ne pas leur demander d'être tout le temps à leur bureau pour réviser. Hier, j'en ai parlé, puis il y a une maman qui est venue me voir après qui m'a dit « Mais vraiment, ils peuvent apprendre la leçon sur le lit ?» Et je dis « Oui, complètement. Un devoir écrit, bien évidemment qu'on va leur demander d'être assis, d'écrire correctement. Mais à partir du moment où c'est une leçon à apprendre, des mots de langue à apprendre, etc., ils vont même apprendre mieux sur leur lit parce qu'ils seront bien détendus. Ça nous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, le stress bloque les apprentissages. Ils vont être détendus, des situations différentes, et ça va normalement
Il y a toujours voilà, des exceptions, mais favoriser l'apprentissage. Et bien évidemment aussi, ça rejoint à ce que disait Madame, le rôle de la concentration est très important aussi. Si, au lieu de regarder ce qui se passe là, au lieu d'écouter, je suis partie ailleurs, je suis dans mes pensées, ou je suis en train de plus de m'occuper de la pluie qui tombe dehors, etc., bien évidemment, l'information, au lieu d'arriver là, elle va passer partout autour, sauf dans le cerveau, quoi. Mais je ne détaille pas plus sur la concentration, parce qu'on pourrait faire une conférence rien que sur ce sujet-là. Mais souvent, c'est un petit peu le voyant qui s'allume. Vous voyez dans la voiture, là, quand on a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. La concentration, c'est ce qu'on voit. Moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent à moi en me disant « mon enfant n'est pas concentré, il a des soucis d'attention, etc. » Mais il y a énormément de choses qu'on peut mettre derrière les problèmes de concentration. Ça peut être vraiment des problèmes de concentration qui vont se manifester un petit peu dans n'importe quelle situation. Mais ça peut être aussi manque d'intérêt, problème de mémorisation, problème de compréhension. Enfin, ça peut être plein d'autres choses derrière. Donc, quand je vous disais première étape, on varie au maximum les situations, on varie les sens utilisés. Par exemple, du matériel, ça fonctionne très bien. Alors, j'ai changé un peu les exemples par rapport à hier. J'ai gardé quand même en bas. Ça, c'est des matériels que j'avais utilisés avec un élève de 5e, 4e, je ne sais plus. Enfin, quand est-ce qu'on parle de densité de population, c'était pour illustrer la densité de population. Il ne comprenait pas le principe. Donc, on a fait comme ça. Et ça lui a permis de mieux mémoriser. Là, pour le coup, il avait vraiment un souvenir ancré en tête. En haut à droite, alors les deux images ne correspondent pas entre l'image mathématique et le matériel, c'est les vecteurs. Donc, avec les stylos, on utilise les bouchons comme sens pour représenter les flèches. Et ça avait permis aussi à un élève, là pour le coup je crois que c'était vraiment 3e, de mieux comprendre cette histoire de vecteurs. Un dernier exemple, je ne sais pas si vous arrivez à lire, A égale Z plus N, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la constitution de l'atome avec les petites graines, lentilles, maïs, etc. Donc, je vous ai sorti ces trois-là, mais je pourrais en sortir des tonnes et des tonnes. Les intervalles, par exemple, en maths, on avait pris des boîtes pour les intervalles ouverts, fermés. Enfin, ça ne vous parle peut-être pas tout ça, mais pour vous dire que, parce que sûrement quand vous avez vu la photo, on dirait Playmobil, mais elle s'est trompée, là, on n'est pas en primaire, ils ont plus 8 ans. Enfin, moi, j'ai gardé les boîtes de Playmobil de mes enfants et je m'en sers très, très, très souvent. Ça, c'est vraiment matériel, fabuleux. Des stylos, des graines, je pense qu'on en a tous chez soi, et ça peut vraiment les aider quand ils peinent à comprendre et aussi quand ils peinent à mémoriser. La semaine dernière, lundi encore, j'ai une maman qui m'envoie le cours de son enfant, enfin on en parlera après, les flashcards, et qui me dit, celle-là, il n'arrive pas à les mémoriser. Ben, je lui dis, utilise du matériel, fais-lui des points de couleur sur la main pour qu'il, voilà, c'était le microbiote, etc. Et ça crée un souvenir, on utilise les 5 sens et ça rentre plus facilement. Et les comparaisons aussi. Je vous en ai déjà pris plusieurs là, et puis j'en prendrai d'autres. Hein. Donc, faire des analogies avec des choses du quotidien, ça marche beaucoup aussi. Ben voilà, j'anticipe sur moi-même. Donc, la deuxième étape, pour pouvoir mettre en mémoire et que ça reste suffisamment longtemps, que ce ne soit pas ce qu'on appelle la mémoire à court terme, du superficiel. Vous voyez, la mémoire à court terme, c'est quand vous allez au supermarché. Normalement, si vous n'êtes pas trop en surcharge mentale, vous savez à peu près où vous vous garez. Quand vous ressortez, vous retrouvez votre place. Je dis bien normalement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rappeler des places que vous avez utilisées les 10, les 20 dernières fois? Non, parce que ça a été stocké en mémoire à court terme et c'est tout. Donc tout l'enjeu à l'école, et encore plus quand il y a un examen comme le brevet en fin d'année, ça va être de passer du stockage. C'est bien que j'ai le micro. Ça va être de passer du stockage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et autre information importante, le troisième point, répondre aux questions. Les neuroscientifiques ont mis en évidence aussi que le cerveau est prédictif. Ça veut dire que plus il est en situation où il répond à des questions, mieux il va retenir. Donc quand le jeune ne fait que relire une fois, 2 fois, 3 fois son cours, et qu'il a l'impression de l'apprendre, en fait, il ne l'apprend pas. Il reconnaît le cours, mais ça ne passe pas en mémoire à long terme.
C'est l'exemple que j'ai pris hier aussi. C'est-à-dire que là, je me rappelle à peu près qui y a au premier rang. Si je regarde, je sors, je me dis il y avait 3 monsieur, 2 dames, etc. Mais demain, j'aurais oublié, quoi. Voilà. Alors que si on me pose des questions, si on me dit regarde bien qui y a devant, etc., et combien il y avait d'hommes, combien il y avait de femmes, enfin, des choses comme ça va m'aider à mieux mémoriser. Et comme on l'a dit, à faire des liens, des classements avec ce qui est déjà dans le cerveau. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir tous les soirs interroger vos enfants sur tout ce qu'ils ont appris? Bien évidemment que non, et on va voir ça après. Un moyen pour structurer l'information, bien la classer, c'est notamment les cartes mentales. Je ne sais pas si vous connaissez, si c'est quelque chose que vos enfants utilisent. Voilà. C'est vraiment une organisation visuelle de l'information. Ça crée une photo. Ça veut dire que quand l'enfant, le jeune, va fermer les yeux, il peut visualiser vraiment sa carte mentale et se dire... Et vous voyez, quand on parle d'utiliser les 5 sens et de se créer des souvenirs, il peut fermer les yeux et se dire « Ah oui, c'était en haut à droite, c'était écrit en violet. » Enfin, c'est des détails comme ça qui vont faire que l'information devient accessible. Créer des cartes mentales, on m'a dit hier, ça prend du temps, bien évidemment, et ce n'est pas toujours évident pour tous les jeunes. Normalement, arrivé en 4e, 3e, ils commencent à comprendre un peu mieux comment les cours sont organisés. On en avait parlé hier avec les 6e notamment, qui arrivent de primaire où le cours est donné, la leçon, enfin, telle que... je pense que ce que vous avez connu comme moi, les cahiers d'éveil, moi à l'époque ça s'appelait comme ça, où on avait une belle leçon, grand 1, le petit résumé à prendre par cœur, grand 2, etc. Maintenant, on demande aux enseignants de ne surtout pas faire ça. Et justement, par rapport à ce qu'on a dit, comme on a dit que le cerveau aimait répondre à des questions, le cours est organisé sous forme d'une question à laquelle tout le cours va répondre, essentiellement en sciences et en histoire-géo. Donc, ce pourquoi parfois ils ont du mal, c'est trouver où se trouve l'information à apprendre dans le cours. Je ne sais pas si c'est encore le cas pour vos grands, ils sont plus grands que les 6e, 5e, mais ça peut être, vous voyez, une mission que vous pouvez avoir en début d'année scolaire, à chaque fois qu'ils vont changer d'enseignant, de les aider à comprendre comment est organisée l'information dans le cours. Est-ce que dans le cours de Monsieur Machin, ce qui est à retenir est surligné, dans le cours de Madame Truc, c'est écrit en rouge, etc. Et d'identifier vraiment les parties à retenir. Ça, ils n'y arrivent pas forcément tout seuls. Et du coup, après, de les organiser, par exemple, sous forme de carte mentale. Ça peut être organisé aussi, les fameuses fiches. Je ne sais pas si vos enfants en font, si vous en aviez fait. Et on a dit, le cerveau aime répondre à des questions. Donc, un exemple de fiche aussi comme ça, vous aviez, avec le jeune, où il y avait la question sur le petit papier orange et la réponse en dessous. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que vous n'êtes pas obligé d'être là tous les soirs pour les interroger, c'est des choses qu'ils peuvent faire tout seuls. Au début, avec vous, moi j'ai accompagné beaucoup de familles où découvrir tous ces nouveaux outils, donc c'est comme toute nouveauté. Au début, ils ont besoin d'accompagnement, le temps de comprendre et de se mettre en route, de trouver ce qui leur convient, et après, ils fonctionnent tout seuls. Ils arrivent à se faire des fiches comme ça, tout seuls, avec l'essentiel du cours, ou des cartes mentales, où on peut cacher différentes parties. Ceux qui ont vraiment besoin de s'entraîner, on va revenir là-dessus juste après, qui ont vraiment besoin de s'entraîner beaucoup, je recommande aussi les logiciels de cartes mentales parce qu'on peut cacher les réponses et en cliquant sur les petites croix, on peut déplier au fur et à mesure. Mais pour que le cerveau mémorise mieux, comme on a dit qu'il fallait utiliser les 5 sens, notamment le sens kinesthésique, le mouvement et donc l'écriture, on recommande de faire les cartes mentales à la main d'abord. Donc, à la main puis à l'ordinateur, on double le temps. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas à proposer d'entrée de jeu. Parfois, juste identifier dans le cours où se trouvent les petits bouts à prendre, ça va suffire. Pour d'autres, ils vont avoir besoin de se faire une carte mentale comme ça pour bien tout retrouver. Et pour d'autres, ils vont avoir besoin de s'entraîner. Et s'entraîner, c'est ce qu'on va voir juste après. Et donc là, les cartes mentales sur ordinateur, ça peut vraiment les aider. Il y a plusieurs logiciels. Il y a Xmind, MindMaster. Enfin, vous en avez plusieurs comme ça qui sont gratuits, qui permettent de faire des cartes mentales et qu'on va déplier
Donc ça veut dire que, je ne sais pas quel exemple je peux vous prendre, là c'était sur quoi? Non, mais si on prend par exemple, je dis n'importe quoi, mais je vois la carte de France, le relief de France, vous avez au centre écrit le relief de France. Après, vous allez avoir la première branche, les fleuves, la deuxième, les montagnes, la troisième, les plateaux, enfin, etc. Et comme ça, ils se disent, alors oui, il y avait ça, 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 ça. Ça permet de se rappeler de l'essentiel du cours et après d'aller chercher dans le détail. Parce que parfois, ils apprennent de la même façon un petit détail, un exemple qui a été donné dans le cours, que l'organisation générale. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose à les aider là-dessus. Et je le redis de manière très ponctuelle, jusqu'à ce qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et après, dans la plupart des cas, ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Dernière petite précision sur les cartes mentales, et ça j'insiste aussi beaucoup parce que c'est quelque chose qui devient vraiment à la mode, les cartes mentales, on en entend beaucoup parler. C'était ma dernière vidéo sur ma chaîne d'ailleurs à ce sujet. Elles ne conviennent pas forcément à tout le monde. On a dit que c'est une organisation spatiale de l'information. Il y a des enfants pour qui ça va être trop brouillon, qui vont trouver ça trop, ils ont besoin que ce soit linéaire, les informations les unes sous les autres. J'ai deux élèves comme ça, deux jeunes que j'ai été aidés, deux jeunes que j'ai été aidés chez eux comme ça, qui étaient dyspraxiques visuo-spatiales. Donc, c'est-à-dire une difficulté, un trouble à s'organiser dans l'espace. Donc, qui dit difficulté à s'organiser dans l'espace, quelque chose comme ça ne leur correspond pas du tout. Troisième étape de la mémorisation, le rappel. Je ne sais pas, peut-être que ça vous parle aussi. Votre enfant vous dit « c'est bon, j'ai appris ma leçon », il vient vers vous, vous l'interrogez, et tu te fiches de moi, tu n'as rien appris du tout, retourne l'apprendre. Ça, c'est normal. On ne peut pas apprendre du premier coup. On l'a dit déjà, répondre aux questions, ça va aider, et on a besoin de répétitions espacées pour ce qui est du par cœur, la fameuse mémoire des informations, et d'entraînement pour ce qui est des savoir-faire. Et ça, les répétitions, je n'ai pas le... Si je l'ai mis après. On va utiliser un principe qui est très intéressant pour ça, c'est les flashcards. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle. Un autre outil que vous pouvez proposer à vos enfants et qu'après ils pourront utiliser tout seuls, et qui répond à cette observation qui avait été faite au siècle dernier par Ebbinghaus, qui a montré, qui avait fait des expériences pour montrer que quand on apprend une fois les choses, donc c'est la courbe noire, très vite, vous voyez, au bout de 24 heures du lendemain, on est déjà à quoi? Un tiers? Et au bout de 6 mois, donc là on pense à nos jeunes qui passent le brevet, surtout en sciences où c'est sur les 2 années, il reste quasiment plus rien. Par contre, celui qui révise régulièrement, qui fait des répétitions de ce qu'il a vu, c'est la courbe verte. Vous voyez, l'arrivée au bout est flagrante, quoi. Donc, j'ai anticipé la question qu'on m'a posée hier. Souvent, on me dit « Ouais, mais ils ont tellement de travail, ils ne peuvent pas tout le temps tout revoir, ils ne vont pas s'en sortir, etc. » Mais parce qu'en fait, après, je vais prendre un autre exemple, c'est comme le ménage. Si vous le faites une fois tous les 6 mois ou si vous faites un petit peu tous les jours, ce n'est pas du tout la même quantité, quoi. On n'a pas la poussière ne se met pas pareil, etc. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est en abaissant la quantité pour un chapitre et en faisant régulièrement, ça s'équilibre. Et je vais reprendre mon anecdote aussi. J'avais un jeune qui a mis du temps à accepter ça, à le comprendre. Voilà. Sa maman a dû se montrer en toute bienveillance, mais exigeante quand même, et lui, dans un premier temps, lui imposer, on y reviendra là-dessus, ce fonctionnement avec des routines de travail tous les soirs, utiliser des flashcards, etc. Et au bout de quelques mois, il m'envoie un message, parce que je lui disais « Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe ?» etc. Voilà, j'allais animer un atelier, donc je voulais avoir son petit témoignage. Et il me dit, très crûment, « La routine le soir, c'est chiant, quand on commence. » Il me dit, je ne sais plus comment il m'a dit, j'ai mis le temps à comprendre, mais après, c'est vraiment efficace et on met vachement moins de temps à travailler.
Donc c'était vraiment son langage cru, j'aurais pu vous mettre son petit témoignage. Et après, il a trouvé son équilibre, sa vitesse de croisière. Vous voyez, c'est la différence entre partir pour un sprint ou partir pour un marathon. Si on part pour un sprint, enfin si on part à l'allure d'un sprint en disant qu'il faut tenir le marathon, on n'y arrivera pas. Donc c'est, voilà, de façon un peu plus délicate de dire ce qu'il a dit, c'est qui va d'où va loin. Donc l'idée, ça va être ça aussi, si vous êtes persuadé que ça, vous entendez, ça va être de voir comment le faire entendre à vos enfants, à vos ados, pour qu'ils acceptent de s'y mettre un petit peu chaque jour, quoi. Donc moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est vraiment toujours, par rapport à nos quatre cadrans de tout à l'heure, et rester dans une certaine exigence, c'est de dire, d'imposer un essai. Si vous êtes convaincu par quelque chose, les cartes mentales, les flashcards, des répétitions régulières, etc., c'est de dire, on essaie. Alors, par exemple, faire les cartes mentales, ça va être d'essayer, je ne sais pas, sur 3-4 cours. Les flashcards, ça va être d'essayer pendant 1 mois, par exemple. De lui dire, on essaye ça pendant 1 mois, et dans 1 mois, on fait le bilan, et si vraiment ça ne te convient pas, on cherchera autre chose. Et ce n'est pas, je laisse tomber, tu ne fais plus rien, etc. C'est, de toute façon, la préparation du brevet, les devoirs, les leçons, etc., c'est obligatoire. Donc, il faut qu'on trouve ensemble ce qui te convient, ce que disait Madame, ce qui correspond à chacun, à chaque enfant, son mode de fonctionnement, ses facilités, ses difficultés. On cherche ensemble. Vous êtes un peu comme le docteur qui va trouver le bon traitement adapté à la bonne personne. Et une fois qu'on a trouvé, le traitement, il faut le prendre, quoi. Donc là, c'est pareil. Une fois qu'on a trouvé, on le prend. Et pour que ça fonctionne, le mieux, c'est d'impliquer vos jeunes là-dedans, qu'eux aussi, ils participent à cette recherche. C'est vraiment, j'aime bien dire, on se transforme en Sherlock Holmes pour trouver qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et voilà, alors, effectivement, ça prend du temps. C'est vraiment, je pense, une autre posture, parce que c'est-à-dire que tous les soirs, au lieu de dire est-ce que tu as appris ta leçon, non, tu n'as pas appris ta leçon, est-ce que tu as fait tes devoirs, non, tu n'as pas fait tes devoirs, c'est pas est-ce que tu as fait, on va poser d'autres questions, c'est comment. Comment tu as fait? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on essaye autre chose? Donc les flashcards, je vous en ai ramené quelques-unes ici. On parlera de celle-là après. La technique, elle est sympa aussi, ils aiment bien parce que c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo où on va progresser de niveau. Une technique, c'est d'utiliser des enveloppes. Et au départ, on met toutes les cartes dans l'enveloppe 0. Ils ne connaissent pas la réponse. Et au fur et à mesure qu'on avance, je vais reprendre les 2 exemples d'hier. Hop, il est où l'autre? Alors, avec quel appareil mesure-t-on une masse? Balance, merci. Balance. Donc, on connaît la réponse, on la place dans l'enveloppe 1. Et, hop, qu'est-ce que la masse? Ça, c'est plus difficile. Ceux qui étaient là hier, vous en rappelez? C'est la quantité de matière d'un objet. Donc là, on a séché, on ne connaît pas la réponse, on laisse la carte dans l'enveloppe 0. Vous revenez demain on fait la même chose. Donc, la carte, avec quel appareil mesure-t-on une masse? Normalement, on ne l'a pas oublié, mais pour être sûr, on va faire 3 fois comme ça. Donc, une balance, hop, on la passe dans l'enveloppe 2. La carte, qu'est-ce que la masse? Demain, tiens, je m'en rappelle, c'est la quantité de matière, donc je passe dans l'enveloppe 1 et on avance comme ça. Et ce qui fait que petit à petit, normalement, toutes les cartes vont avancer d'une enveloppe à l'autre, il va en rester de moins en moins, ce qui stimule vos enfants à réussir. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme les jeux vidéo, c'est yes, il m'en reste plus que 5, il m'en reste plus que 4, ces 2-là. Et c'est ce qui s'est passé, je vous disais tout à l'heure, avec la maman qui m'a envoyé le message, en me disant, il y en a 2 vraiment sur lesquels il bloque. Donc c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on va sortir les Playmobil, les graines, etc. On ne va pas sortir pour tout le temps, parce que sinon on ne s'en sort pas. Mais quand il y a vraiment des choses qui bloquent comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vous ai dit, ça peut être juste un souvenir. Ah oui, je m'en rappelle, parce que cette définition-là, c'était le jour où le voisin est venu, où le chien m'a mordu la jambe, j'en sais rien. Enfin, ça peut être quelque chose qui marque. Et sinon, utiliser du matériel, regarder des vidéos. Il y a des très bonnes chaînes éducatives sur YouTube pour expliquer tout ça.
Donc, il existe là aussi des applications pour les flashcards. Tout en haut, donc c'est ces cartes-là comme ça de chez Oxford. Et vous avez quatre petites marques dans les coins, parce qu'en fait, on peut les scanner et après les avoir sur le téléphone. Enfin, il y a une appli qui va avec. Ça aussi, je ne sais pas, on en parlera, quoique pas beaucoup, mais bon, je ne sais pas comment vous gérez les téléphones avec vos ados. Je ne vous incite pas à leur dire d'utiliser les téléphones pour réviser, mais si c'est quelque chose qu'ils utilisent assez, je ne vais pas dire librement parce qu'on met toujours des limites, mais si c'est quelque chose qu'ils ont à portée de main, parfois ça peut aussi les motiver à apprendre d'utiliser ça. Donc, celle du haut, je ne l'ai jamais utilisée avec l'application. Mais les deux autres, Anki et Quizlet, alors Anki, moi je l'utilise personnellement parce que je me remets à l'anglais et il y a du boulot. Elle fonctionne sur téléphone, sur ordinateur, je ne sais pas. Quizlet, je vais vous parler de la différence entre les deux. Je la recommande vraiment pour, au collège, Quizlet, je trouve que c'est la mieux, et elle fonctionne sur ordinateur, sur tablette, etc. Enfin, donc voilà, pas sur le téléphone. Anki, elle est plus performante parce que elle permet de programmer ses révisions. Je vais vous réexpliquer ça quand on va en parler après. On va juste regarder Quizlet. Donc Quizlet, je n'ai pas été vérifier si c'était la traduction l'un de l'autre, mais c'est vraiment le même principe. Vous avez une carte, hop, et vous cliquez, alors ça doit être en dessous, ou là, tiens, ça devait être là, voilà, et on a la réponse de l'autre côté. Donc là, c'est pareil, flashcard à la main ou sur un écran. Votre ado, là, il peut s'interroger tout seul, il peut se questionner tout seul. Vous n'avez pas besoin d'être là. À la limite, si vous avez envie de vérifier, on verra ça après quel cadre on met, vous pouvez le faire une fois par semaine ou des choses comme ça. Et avec Quizlet, vous avez plusieurs activités qu'on peut faire, où on peut lui demander d'écrire. Elles sont dictées, il doit les écrire. Enfin, on peut associer. Enfin, voilà, c'est un peu plus varié. Donc, celle-là, moi, je l'ai beaucoup utilisée avec des collégiens. Et donc, c'est lui qui crée ces cartes, mais je crois que sur Quizlet, on peut récupérer déjà des séries rentrées. Donc, ça fait gagner du temps. Hop. Dernière chose sur la mémorisation. On a donc vu l'étape 1, comment faire entrer l'information dans le cerveau. 2, comment la structurer. 3, comment réviser régulièrement pour tout ce qui était le par cœur. Et il y a aussi toute la partie, ce que je vous disais tout à l'heure, mémoire procédurale et les exercices. Ça va être l'entraînement. Et ça aussi, les jeunes ont beaucoup de mal à comprendre qu'il faut s'entraîner encore et encore pour réussir à faire un exercice. On le fait peut-être plus facilement en sport, à la musique, mais quand c'est s'entraîner en maths, en français par exemple les dictées, etc., ils ont plus de mal. Et pourtant, tout ce qui est des savoir-faire, il n'y a que comme ça que ça va passer, sous forme de répétition espacée aussi. Donc le principe, c'est d'abord de refaire ces exercices qui ont été vus en cours. Ça, les professeurs le disent souvent et les jeunes ne comprennent pas à quoi ça sert. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment pour faire travailler la mémoire procédurale. Donc c'est refaire les exercices qui ont été faits en cours sans regarder la réponse, bien évidemment. Même dans un premier temps, pour ceux qui auraient... Ça permet d'être sûr qu'on a bien compris toutes les étapes. Donc, ceux qui auraient du mal peuvent faire en regardant, mais après sans regarder. Et après, on va faire le même genre d'exercice. Souvent, je vois ça de plus en plus souvent, les professeurs donnent des exercices, des banques d'exercices en plus, on va piocher là-dedans. Et si on n'a rien, on peut aller voir dans les guides parascolaires qui proposent des exercices comme ici. Et l'exemple que je prends par rapport à ça, c'est la cuisine. Si vous assistez à un cours d'un chef cuisinier qui vous montre comment il a fait son dernier, sa dernière pâtisserie à la mode, ce n'est pas juste en ayant regardé que vous allez savoir faire, à moins que vous soyez vraiment super performant en cuisine. Donc, vous rentrez chez vous, vous n'allez pas vous dire « Non, mais c'est bon, on l'a fait en classe, je sais faire ». Si vous voulez refaire la même chose, il va falloir vous entraîner encore et encore. Pour les exercices, c'est pareil. Donc vous allez commencer par vous entraîner à refaire exactement ce que vous avez appris, et petit à petit, vous allez faire des variantes, adapter, transformer. Enfin, voilà, au début, on apprend par exemple qu'à faire des blancs en neige, puis après, dans un autre
Une autre recette, quand on nous dit blanc-neige, on sait faire. Là, c'est la même chose pour les exercices. On nous dit d'accorder un verbe, après, il faut le faire au milieu d'autres choses. Voilà, je terminerai par ma petite promo. Donc, j'ai 4 vidéos, il y en a d'autres, mais plus importantes, 4 vidéos sur ma chaîne qui reprennent un peu ce qu'on a dit sur la mémorisation, si ça peut vous aider. Donc, quand vous aurez le diaporama, elles sont directement cliquables pour aller sur YouTube. Voilà. Donc là, c'est dans le cerveau. Ouais, on a dit, c'est bon. Hop. Alors, je vais vous proposer de voter. Hop. Et pour quelle étape de la mémorisation allez-vous proposer du nouveau à votre enfant? Vous avez le droit de mettre aucun et de cliquer dans une partie blanche s'il n'y a rien qui vous inspire. Et j'en ai fini avec cette partie mémorisation. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, c'est le moment. Alors super, on voit qu'il y a des réponses dans les 3 parties, moins dans la première, ce qui me semble logique. Enfin, souvent, dans la première partie, là on va mettre vraiment focaliser ses efforts à ce niveau-là, c'est quand les jeunes ont des soucis de compréhension. Quand il y a des lacunes ou vraiment du mal à conceptualiser, enfin, rentrer dans l'abstraction, on va vraiment axer à ce niveau-là. Mais rappelez-vous quand même que plus on va varier les situations, plus ça va faciliter l'étape 3. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes sage ce soir, ou endormi. Alors là, c'était vraiment le gros morceau par lequel j'ai voulu commencer, mémorisation, parce que souvent, en tant que parent, on manque d'informations par rapport à ça, et les informations ont beaucoup, enfin les connaissances qu'on a sur le fonctionnement du cerveau ont tellement évolué depuis l'époque où nous, on était élèves, qu'on se sent complètement perdu. Donc c'était vraiment un gros morceau là-dessus. Et on va voir qu'il y a d'autres choses, dont l'hygiène de vie, qui rentre aussi en compte pour favoriser les apprentissages, mais là, ça me semble des choses un peu plus accessibles, où vous avez peut-être plus l'habitude d'entendre parler. Alors, voilà les 4 parties qu'on va aborder au niveau de l'hygiène de vie. Je vais les reprendre une par une. L'alimentation. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais là c'est pareil, il y a des études qui sont faites qui ont montré que le sucre contribuait grandement aux problèmes d'attention, de concentration, enfin voilà, accentuer les difficultés de concentration. Donc, plus vos enfants mangent, boivent des choses sucrées, plus ça va leur demander des efforts de rester attentifs, de rester concentrés. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez des aliments, mais moi, je ne suis pas diététicienne, naturo, etc., donc je ne rentrerai pas dans le détail. Il y a des aliments qui favorisent, enfin, une alimentation équilibrée, bien évidemment, ça va favoriser la concentration, la mémorisation, la gestion du stress. On en reparlera tout à l'heure. L'autre point important, donc il y avait le sucre, et l'autre point important sur lequel je voulais revenir, c'est le petit déjeuner aussi. Parce qu'un petit déjeuner, enfin, souvent dans notre culture, c'est du sucré, du archi-sucré, les céréales dans le lait, etc., des sucres rapides, ce qui fait qu'on va avoir la glycémie qui va augmenter d'un seul coup dans le sang. 1 heure après, ils sont super en forme. Voilà. Et tout de suite après, le corps régule et la glycémie retombe très, très bas, plus bas qu'elle est à l'ordinaire, ce qui fait qu'arriver
les dernières heures de cours de la matinée où ils vont être vraiment éteints, fatigués. Enfin, voilà, donc quand on insiste sur des petits déjeuners riches, notamment en protéines, c'est ce qui met le plus de temps à être digéré, ça va permettre de tenir toute la matinée jusqu'au repas de midi. Sans parler, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais moi, j'ai rencontré de plus en plus de collégiens qui ne mangent pas le midi, qui s'interdisent de manger. Enfin, ça, c'est voilà, une autre difficulté. Un autre point important qui joue énormément au niveau de la mémorisation, c'est le sommeil. Là, c'est une expérience, et je vous ai mis juste après sur la diapo d'après la vidéo où vous pourrez retrouver cette expérience, qui a été faite. Alors, on avait fait passer un test, je crois que c'est de vocabulaire, de mots en langue étrangère, à 3 groupes. Le groupe jaune, c'est le groupe de contrôle. Le groupe rouge, c'est un groupe qui a eu un temps de mémorisation le matin, à 9h, et un temps à 21h. Et on les a interrogés donc, au bout d'une semaine et au bout de 6 mois. Le groupe bleu, ils ont eu leur premier temps de mémorisation à 21h, et le deuxième après la nuit, à 9h. Donc on voit la différence. Donc, quand on dit que le cerveau apprend en dormant, c'est vrai. C'est vrai, ça s'est vérifié. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent leurs devoirs à 22h le soir? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que c'est toujours pareil. Si c'est quelque chose qui a du mal à rentrer, si c'est quelque chose qu'on veut vraiment ancrer dans la mémoire à long terme pour s'en rappeler au mois de juin, au moment du brevet, c'est intéressant de se faire ces petites 10 minutes, là, comme je vous ai dit avec les flashcards de révision, de les faire par exemple juste avant d'aller au lit. Ça peut être une possibilité. Faire ses cartes mentales, préparer ses flashcards, les découvrir pour la première fois, on ne va pas le faire le soir. Mais cette petite révision, la 2e, la 3e ou la 4e, on peut la faire à ce moment-là. Ça fonctionne bien. Et d'où l'importance aussi d'avoir un sommeil en quantité et en qualité suffisante pour régénérer le cerveau, continuer la croissance, etc. et stabiliser les apprentissages. Donc voilà, c'est Franck Ramus qui présente ça dans une vidéo. Je vous ai mis le lien aussi. Les écrans. Ça aussi, un vaste sujet. On pourrait faire une conférence entière là-dessus. Ce qui est vraiment pas simple, parce que nous, ma génération, vous êtes sûrement plus jeune que moi, mais on n'a pas connu ça étant jeune. Et on a un petit peu tendance à diaboliser ça, tout ce qui est écran, les jeux en ligne, les réseaux sociaux, etc. C'est pareil, ce que mettent en évidence les spécialistes, c'est que ce n'est pas noir ou blanc. On ne va pas tout enlever, tout rejeter, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. D'ailleurs, moi, je communique avec vous via vos téléphones ce soir. Je vous ai demandé de vous connecter. Ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nos interactions. Et si on enlève complètement, le jeune peut se sentir exclu, pas intégré dans son groupe. Un exemple qui n'a absolument rien à voir, mais qui m'a marqué moi, quand j'étais petite, ma mère ne voulait pas que j'aie de poupée Barbie. Je trouvais ça, c'était ses idées, etc. Mais je m'en souviens, ça m'a marqué parce que j'étais la seule de ma classe à ne pas avoir ces poupées-là, quoi. Donc j'imagine que pour les jeunes aujourd'hui, le téléphone, c'est la même chose. Ça, c'est la première chose, se sentir exclu à un âge où ils sont en train de se construire, c'est ce qu'on dit à l'adolescence, ils quittent les repères verticaux, de faire comme les parents, les grands-parents, comme les générations du dessus. Ils quittent ces repères verticaux pour avoir des repères horizontaux, faire comme leur père, leurs camarades, avec tous les excès, tout ce qu'on sait. Là, on est plus dans l'éducation que dans les apprentissages, donc je ne développerai pas. Mais il faut bien avoir ça en tête, que là aussi, tout à l'heure, pour nous, parents, c'est trouver le juste équilibre entre bienveillance et exigence, et pour eux, c'est trouver le juste équilibre entre les générations, mes parents, les générations, les adultes, comme ils disent, les adultes, les générations du dessus, et leurs copains, leurs camarades. Ouais, de toute façon, vous ne nous comprenez pas. Voilà. Donc, le téléphone, c'est un très gros enjeu là-dedans.
Après, ce qui est mis en évidence aussi beaucoup, c'est la façon dont ils l'utilisent, bien évidemment. Si ils sont tout le temps scotchés dessus et que ça les empêche d'avoir des vraies interactions sociales, c'est là que ça va devenir compliqué. S'il y a une addiction, c'est là aussi que ça va devenir compliqué. Et il y a deux choses que je voudrais rajouter sur les écrans. La première, c'est que, alors je ne vous en ai pas encore parlé, mais le cerveau fonctionne sous un mode de récompense. C'est-à-dire que quelque chose qui lui donne du plaisir, il va vouloir le refaire. Et pour ça, il déclenche la dose de dopamine, vous en avez sûrement entendu parler. Donc quand je prends mon téléphone, que je reçois un message, que je joue à mon jeu vidéo, qu'on me like sur les réseaux, que ceci, que cela, je reçois je suis récompensée, donc hop, mon cerveau déclenche de la dopamine. Donc je recommence et j'ai envie d'en avoir toujours plus comme ça. Donc c'est ce qui peut amener éventuellement jusqu'aux addictions si on ne freine pas. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire que du coup, cette dose de dopamine, on va essayer de leur donner des autres expériences, d'autres contextes où ils vont pouvoir l'avoir aussi. Certains, ça va être dans le sport, dans la musique, dans les copains, dans les jeux, dans la lecture, etc. Et ça peut aussi être dans les apprentissages. Quand on réussit ces flashcards et qu'on a réussi, qu'on se dit « yes, j'ai plus rien dans l'enveloppe 0 », vous voyez, ce « yes », vous pouvez vous dire « ah tiens, là c'est sa petite décharge ». Donc l'idée, c'est ça, c'est de privilégier tout, de chercher tout ce qui va leur faire arriver à ce moment-là où ils vont se dire « yes, j'ai réussi ». Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quand même, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Je me doute bien que réussir à répondre à ces flashcards et échanger avec ses copains sur les réseaux ou faire un jeu vidéo, ça n'a pas tout à fait le même poids dans la balance. Il y en a un qui va déclencher beaucoup plus de dopamine que d'autres. D'où l'intérêt de, au maximum, éviter les écrans avant les devoirs. Parce que sinon, là, ils sont en mode « ma dopamine » et on passe après en mode « plus de dopamine ». Et du coup, là, on revient à ce qu'on disait au début, le stress bloque les apprentissages. Ils vont être plutôt en mode stress et ça ne rentre pas. Voilà, encore 3 petites vidéos, je vous explique tout ça, toutes ces recherches sur les écrans, les histoires de dopamine, d'addiction, etc. Et dans la dernière, des propositions pour limiter le temps d'écran. Dernier point sur tout ce qui concerne l'hygiène, c'est l'activité physique qui est très importante aussi. Là, je ne vous ai pas mis d'autres études, mais ça a été démontré aussi que avoir un temps de révision, un temps d'activité physique, un temps de révision, ça favorise l'apprentissage et la mémorisation. Donc, autorisez et même incitez vos enfants, quand ils sont en période de révision, que ce soit période dense d'évaluation, etc., à se prévoir quand même des temps d'activité physique. Et notamment des temps libres de toute contrainte. C'est pour ça que j'ai mis cette image, c'est-à-dire que les temps en club vont développer des compétences sociales, etc., de maîtrise de soi et compagnie, mais les temps libres, se balader, à skate, je ne sais pas quoi, à la piscine, jouer au ballon, vont permettre de se décharger aussi, se détendre, libérer tout un tas d'autres hormones qui vont permettre de mieux mémoriser. Ah, j'arrive plus à... Bon. Mon ordi n'aime pas du tout le vidéoprojecteur. Voilà, donc même question de tout à l'heure. Avez-vous identifié un domaine où il est urgent, prioritaire de remettre le cadre par rapport à ce que je vous ai proposé? Ça peut en être aucun, vous pouvez le mettre à l'extérieur. Il n'y a aucun souci. Et ensuite, avez-vous des questions concernant cette partie sur l'hygiène de vie? C'est vraiment pas mal réparti entre les 4 domaines et aussi à l'extérieur.
Est-ce que ça veut dire que ceux qui se sont mis à l'extérieur, c'est des choses que vos enfants font déjà? Ou vous dites non, ça ne sert à rien, tout ça? Pardon? Je vous donne le micro, je ne vous entends pas. Je suis un peu inquiet de l'analyse que vous faites, surtout par rapport aux écrans, parce que clairement, quand vous en parlez, on voit ça comme une drogue. Et je suis assez d'accord sur ce point-là, puisque professionnellement, j'ai fait des conférences sur des drogués, drogues dures, et c'est exactement les mêmes propos, c'est exactement les mêmes conditions. Et c'est comme ça aussi qu'on soigne ces personnes via des produits de substitution. Mais c'est exactement les mêmes manières de faire. Donc ce qui prouve bien que malgré que les écrans fassent partie de notre vie, ça reste quand même quelque chose. Le fait que ce soit neuf ne fait pas de ça une bénédiction. Le fait que ça fasse partie de notre vie ne fait pas de ça une obligation. Donc de dire que c'est fatalement partie de notre vie, c'est un peu inquiet que vous puissiez raconter ça à bon nombre de personnes, parce que non, ce n'est pas une fatalité. Merci pour votre intervention. Je vais reprendre. Alors, je pense que je n'ai pas dû être claire parce que... Pour moi, ce n'est pas du tout une fatalité, c'est un choix. Enfin, après, chacun fait des choix en son libre arbitre, hein, bien évidemment. De la même manière, ce que vous dites, ça me fait vraiment penser... Alors, j'allais dire, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les débats, ça me fait penser à la cigarette, vous voyez, où l'époque où voilà, c'était pour être intégré, il fallait avoir des cigarettes, etc. Enfin, dans les années 50, on voyait fumer dans les films et compagnie. Maintenant, on voit ce qu'on nous dit, le discours a vraiment changé par rapport à ça. Donc, après, voilà, tout est histoire de positionnement, de nuances, mais quand on fait moi, mon discours, c'était de dire, quand on fait le choix de dire zéro écran, pas d'écran, enfin voilà, on sait, on le fait. Alors, comment je vais vous dire ça? Alors, moi, mes enfants ont 22 et 24 ans, mon compagnon, son fils est en 5e, il n'a pas d'écran, il a son téléphone, il n'a pas de carte SIM dans le téléphone, il a le téléphone à la maison, limité, 1 heure, etc. Donc, voilà, c'est notre choix. Ils ont déjà une tablette à la place de manuel scolaire. Oui. C'est déjà inévitable. Oui, donc voilà, après, c'est très intéressant et ce serait super intéressant d'avoir une conférence sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais pour moi, ce n'est pas une fatalité, loin de là. C'est un choix. On se positionne par rapport à ce choix-là en sachant que, voilà, moi je vous ai pris l'exemple que je n'avais pas le droit Barbie, ça ne m'a pas traumatisée. Voilà, ça a été, j'y repense, c'est comme ça, et c'est OK. Et j'ai fait des choix aussi avec mes enfants comme ça, qui me disent « Ouais, mais quand même, tu étais un peu dur là-dessus. » Ouais, mais c'était mon choix et je l'assume. Mais voilà, l'idée, c'est de vous donner des billes par rapport à ça pour faire le choix avec un maximum de connaissances. Est-ce que ça vous répond? Merci. Alors, nous allons passer au 3e point, l'organisation. Là, on rentre dans le concret. Et le premier point que je voulais voir par rapport à l'organisation, c'est au niveau des révisions. Donc, notre 3e temps de la mémorisation. On a vu donc qu'on pouvait faire des cartes mentales et toutes ces fiches qui permettent de structurer l'information. On a vu qu'on pouvait proposer des répétitions espacées pour bien ancrer. Et qu'on pouvait proposer aussi des entraînements pour tout ce qui était du savoir-faire. Donc l'idée, ça va être de proposer aussi, des outils aux jeunes qui vont leur permettre de se demander est-ce qu'ils ont fait... Alors, je redis aussi, ce n'est pas à faire dans toutes les matières, pour tout, parce que là, ce serait énorme. Mais l'idée, c'est de mettre vraiment le focus là où ils en ont le plus besoin, là où ça ne se fait pas tout seul. Donc, par rapport à ça, on va lister, par exemple, les différents chapitres
Et là, c'était une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube d'une jeune qui expliquait ça. Et à chaque fois, elle mettait est-ce qu'elle a fait son résumé, est-ce qu'elle a fait sa fiche, est-ce qu'elle a fait les exercices, est-ce qu'elle a fait ses répétitions espacées, en fait. Donc ça, vous voyez, parce que souvent, on me dit, ouais, il me dit qu'il a travaillé, mais au final, je me rends compte que non. Enfin, et on se prend la tête comme ça, parce qu'on ne met pas la même chose derrière le mot réviser, étudier, travailler. Donc là, l'idée, ça peut être une proposition à dire, bah, écoute, est-ce que, et c'est pour ça que j'en parle là, que je n'en ai pas parlé au 6e, 5e, parce que ça, c'est vraiment en vue du brevet, quoi. Ce n'est pas à faire tout le temps, enfin, ce serait trop lourd, mais c'est vraiment à faire en vue du brevet. C'est lister tous les chapitres et se dire, est-ce qu'on a fait toutes ces différentes étapes, si on a besoin de ces différentes étapes. L'autre question qu'on me pose aussi, c'est, moi, mon fils ou ma fille ne fait pas de fiche, ben, je dis, et les résultats? Si ça fonctionne, si les résultats sont là, ben, qu'ils gardent leur façon de faire. Tant que ça fonctionne, c'est OK. Deuxième chose, les pauses. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec l'idée de l'exercice physique. Une méthode qui fonctionne très bien chez les étudiants et qui est de plus en plus utilisée même en amont, que moi j'utilise de plus en plus même avec des plus jeunes, hein, même dès l'école primaire, je recommande, c'est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler. Je vous ai ramené un petit timer comme ça. Vous pouvez regarder ce que j'ai mis là tout à l'heure. La méthode Pomodoro, donc ça vient de la personne, je ne sais plus comment il s'appelle, qui l'a inventé, qui était italien et qui a utilisé un minuteur comme ça, vous savez, minuteur de cuisine en forme de tomate, qui se dit Pomodoro en italien, d'où ce nom-là. Et l'idée, c'est d'intercaler une période de travail, une période de pause, une période de travail, une période de pause. Ce qui fait que ça maintient, quand on parlait de concentration tout à l'heure, ça maintient la concentration du cerveau. Parce que, par exemple, je me souviens d'avoir aidé une famille dans un accompagnement individuel, et puis la maman, elle me disait « Ouais, il n'arrive pas à rester concentré, il n'arrive pas à rester concentré », elle me disait plusieurs fois. Donc, on a cherché des solutions. Et la question toute bête que j'avais oublié de lui demander, c'était combien de temps il travaille. Il était en 6e, il travaillait 1h30, voire à 2h tous les soirs. Je dis « Mais ça, c'est pas possible. C'est tout simplement physiologiquement pas possible. Enfin, c'est trop. » Donc, l'idée, c'est déjà de réguler le temps de travail les soirs après une journée de collège, selon s'ils ont eu des heures de cours toute la journée ou une journée plus légère, d'équilibrer sur la semaine avec, par exemple, le mercredi après-midi, les week-ends, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi de rentabiliser ces temps, faire en sorte que les temps de travail soient vraiment le plus efficaces possible. Et ça, c'est pareil, il y a des études qui ont été faites pour montrer, ce qui a été démontré empiriquement par l'inventeur de la méthode Pomodoro, qui ont démontré que le cerveau, si on lui donne un temps de concentration pas trop long, mais toujours le même, eh ben, il va rester, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on court un marathon ou un 100 mètres, il va rester au maximum de ses capacités tout ce temps-là. Donc ça, l'idée, c'est de trouver justement le temps qui convient à chaque jeune, à chaque enfant, qui peut être variable justement si on est le soir après l'école ou pendant les vacances, où il se fait ces périodes de révision un peu plus tranquilles et reposées, et de garder toujours le même temps, pour que le cerveau s'habitue. Et ce qui veut dire, ça aussi c'est quelque chose que j'oubliais régulièrement de dire, c'est que si on dit par exemple, on fait... Alors la méthode de base, c'est 25 minutes et 5 minutes de pause. Donc 4e, 3e, on peut être à 20, 25 minutes, selon leur 15. J'ai des jeunes qui travaillaient 15 minutes, qui faisaient 3 minutes de pause, qui prenaient comme ça. Ça n'a pas d'importance en vrai. Mais ce qui est important à se dire, c'est qu'on travaille pendant 15 minutes. On ne termine pas l'exercice en 15 minutes. On s'y met 15 minutes, on est à fond, on fait sa petite pause, on s'y remet, etc. Et ça aussi, quand je vous disais tout à l'heure, cherchons ce qui les motive pour leur donner plaisir à apprendre, parce que plus ils auront plaisir à apprendre, plus ça se fera naturellement. Eh bien ça, si on leur dit, allez, tu travailles par période de 15, 20 ou 25 minutes, ils vont se rendre compte que plus ils sont efficaces pendant ce temps-là, moins il y en aura des morceaux comme ça, moins il y aura des wagons au train, en fait. Et c'est ce qui les rend... Et moi, je fonctionne comme ça.
Alors moi en ce moment, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, mais ça fait 2 ans que je fonctionne comme ça. Je suis pour Cap Réussir complètement en télétravail. Donc il faut arriver à la maison, il faut que je n'aille pas m'occuper du linge ou je ne sais quoi. Donc je fonctionne comme ça. Moi je fais 50 minutes, 10 minutes. 50 minutes où je travaille à fond, 10 minutes où je vais faire autre chose. Enfin voilà, je reviens 50 minutes, etc. Mais les 50 minutes, c'est vraiment hyper efficace, quoi. Je me rends compte que j'en fais beaucoup plus que quand je me dis, allez, je travaille 3 heures sans m'arrêter et où il n'y a pas de pause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi sur laquelle je reviens régulièrement maintenant, c'est, et je le disais hier aussi, c'est que je viens de vous dire encore, on travaille, pause, on travaille, pause. Et les jeunes, quand je leur dis ça, et par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est notamment au sujet des écrans, l'idée, c'est qu'ils ne prennent pas leur téléphone ou leurs écrans, qu'ils ne fassent pas toutes ces activités-là pendant la pause, parce que là, pour les ramener, ça va être vraiment super dur, quoi. C'est, du coup, ils disent, ouais, mais si je n'ai pas le droit de prendre mon écran, ce n'est pas une vraie pause. Si je n'ai pas le droit de mettre sur mon téléphone ou de prendre ma PlayStation, ce n'est pas une vraie pause. Donc, on peut appeler ça autrement, et moi, maintenant, avec les jeunes, j'appelle ça des temps morts. Ça leur parle, c'est vraiment pour faire un petit tour, marcher un petit peu, faire un truc sympa, mais pas un truc complètement absorbant. Moi, si pendant mes 10 minutes de pause, je me mets à regarder une série que j'adore, je vais avoir beaucoup de mal à décrocher pour revenir. Je vais tendre le linge, là, en général, ça va mieux, je reviens plus facilement, quoi. Je ne vous dis pas qu'il faut leur dire d'en profiter pour passer l'aspirateur pendant ce temps-là. Mais vous voyez, c'est pour vous dire, voilà, on se dégourdit les jambes, on relâche le cerveau, mais on ne se met pas à faire une activité, passionnante. Autre chose aussi que vous pouvez proposer à vos grands, là, parce que souvent, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ils se construisent avec leur père, P-A-I-R-S. Ce qu'ils aiment bien, ce qui peut fonctionner aussi, donc la méthode Pomodoro, vous avez des vidéos comme ça, vous avez des jeunes qui se filment en train de travailler. Là, vous voyez, 2 heures de révision productive avec nous. Donc, ils se filment comme ça, ils doivent travailler 25 minutes, faire 5 minutes de pause, et des fois, ça peut suffire à les motiver. Je l'ai fait aussi quand je vous disais que pendant 2 ans, j'ai travaillé en suivant la méthode Pomodoro. Moi, je me connectais à une bibliothèque virtuelle où on était tous complètement différents, des étudiants, jusqu'à des personnes qui avaient plus de 60 ans, enfin des entrepreneurs, des profs, des écrivains, enfin un peu de tout. On travaillait 50 minutes et ceux qui le souhaitaient pouvaient prendre la pause après, discuter pendant les 10 minutes. Enfin, voilà. Donc là, ce n'est pas connecté. Enfin, ce n'est pas en interaction, c'est sous forme de vidéo, mais des fois, c'est quelque chose, c'est différentes propositions, quelque chose qui peut vraiment leur plaire aussi. Et puis, une autre question aussi qu'on me pose souvent, c'est, moi, il veut travailler avec la musique. Donc, la musique, plusieurs choses par rapport à ça. Ça va dépendre du jeune, de l'enfant, comme toujours, comme pour tout. Ça va dépendre de ce qu'il a à faire, et ça va dépendre du type de musique. S'il est en phase 2, je suis dans les étapes 1 et 2, enfin, dans la mémorisation, étape 1, 2 ou 3, je suis en train de mettre dans mon cerveau, de récupérer ce qu'il y a dans mon cerveau pour apprendre. La musique, là, elle va faire interférence. Rappelez-vous, on a dit qu'il faut utiliser les 5 sens. Donc là, ça va être compliqué d'arriver à apprendre si on a de la musique. Par contre, quand on est en train d'écrire sa carte mentale, qu'on est en train de faire ses flashcards, qu'on est en train de faire un truc qu'on maîtrise déjà, mais on le fait parce que le prof de maths il nous a donné un 4e exercice que je sais déjà faire et que je fais les doigts dans le nez, ben là, il n'y a pas de souci. On peut leur permettre la musique à ce moment-là. Et tant qu'à faire, des musiques où les paroles ne vont pas les attirer, donc sauf s'ils sont brillants en anglais, voilà, chanson en anglais, ça va être plus facile. Des musiques donc, où il n'y a pas de paroles ou des paroles qu'ils ne comprennent pas, avec des rythmes assez doux. Donc on évite le rap, on évite le rock à fond, l'électro à fond. Et vous avez des chaînes comme ça de lo-fi, avec de la musique douce pour tenir compagnie à ceux qui travaillent. Donc voilà, ça c'est différentes propositions. À vous de faire le tri dans tout ça, de voir ce qui peut être intéressant par rapport à vos enfants que vous connaissez. Au niveau de l'organisation, dernière chose, planifier. Alors là, c'était une proposition de planning pour des enseignants. Mais bon, j'en ai pas trouvé d'autres, j'en avais vu d'autres et je ne les avais pas gardées.
C'est tout le programme, vous voyez, de l'année, 16 chapitres sur les 36 semaines de cours. Donc là, moi, je ne vous dis pas du tout de faire ça, mais c'est pour comprendre l'idée. C'est de se dire qu'en fait, pour chaque chapitre, on va avoir en noir la période où on apprend le chapitre. C'est nouveau, on se fait ses cartes mentales, on se fait ci, on se fait ça, on apprend le chapitre. Et après, les petits carrés jaunes, c'est la période où on révise le chapitre. Bonsoir. Bonsoir. Donc, avant d'en arriver à cette organisation sur l'année, mais c'était pour vous montrer, ça, le planning que je viens de vous montrer juste avant, c'était dans une formation d'enseignant pour faire comprendre le principe des répétitions espacées, du besoin de revenir régulièrement dessus. Ça, c'est un planning qu'on avait fait avec une jeune que je suivais pour la préparation au brevet. Ça devait être pendant les vacances de Pâques, je crois, où chaque jour, voilà, elle avait un chapitre par matière à réviser. Donc elle, c'était son choix d'organisation, de faire un peu de chaque matière chaque jour. On dit en général qu'il vaut mieux rester sur 2 matières maximum pour pas, justement, quand on parlait tout à l'heure de l'organisation dans le cerveau, pour pas tout mélanger. Mais ça, c'est aussi quelque chose, quand on disait tout à l'heure comment on devient coach de son enfant et pas être dans le contrôle, on peut l'aider à ça. On peut l'aider à organiser ses révisions, à planifier ses révisions, à l'aider à bâtir son planeur, parce que souvent, avec leur cerveau pas mature, la gestion du temps, l'anticipation, etc., pour eux, tout tient dans la journée, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Donc là, on peut les aider par rapport à ça. Et après, à vous de voir, est-ce que chaque soir, vous allez pointer, dire est-ce que ça s'est fait, est-ce que ça s'est fait, ou est-ce qu'eux, ils le font tout seuls? Ça, c'est vraiment en fonction de l'autonomie de chacun et de l'investissement de chacun, parents comme enfants. Version un peu plus moderne, la même chose, donc sur ordinateur avec Trello, logiciel que je trouve très visuel, très agréable à utiliser pour les jeunes. Ça, c'était un coaching en visio que j'avais, où on avait fait le planeur, pareil, pour les vacances, comme ça, de la même manière. Donc, au départ, on avait relevé tout ce qui était à faire, et après, dans un deuxième temps, on le répartit. Alors, si vous proposez ça à vos enfants, et notamment sur les vacances, première chose à faire, c'est avant de placer les révisions, c'est de se dire quel jour tu es disponible pour réviser. Parce qu'ils vont dire, ouais, ça je fais lundi, ça je fais mardi, ça je fais mercredi. Ah, puis ils ont oublié que mardi, ils avaient la sortie avec le club de foot, le mercredi, ils allaient chez la grand-mère, etc., etc. Donc on parle de la vraie vie. Voilà. Et on s'autorise à avoir des jours où on ne révise pas. On s'autorise, nous on aime bien ne pas travailler du lundi au dimanche, donc on leur permet aussi de se reposer. Pareil, dans l'absolu, quand c'est possible, c'est mieux de leur proposer un repos, une déconnexion totale en début de vacances. Et après, de s'y remettre après. Parfois, par rapport au planning, où on part en vacances la deuxième semaine, etc., c'est pas possible et c'est OK. Mais quand on a le choix, voilà, c'est mieux de leur proposer quelques jours tranquilles en début de vacances. Voilà, tout ça, j'ai repris le timer et le planeur. En bas, c'est la vidéo sur le planeur. Vous pouvez voir dans les vidéos si vous n'avez pas tout retenu ce que je vous ai dit. Hop, à vous de travailler. Donc, avez-vous envie de porter une attention particulière sur l'organisation de l'espace, du temps et... Alors, ce n'est pas routine, c'est planification. Je n'ai pas fait la bonne capture d'écran. Est-ce que vous avez des questions aussi, notamment sur la planification, puisque vous êtes nombreux à avoir choisi cet item? Pas de questions? Vous êtes très très sages ce soir. On va aller boire un coup de bonheur, Monsieur Fadi. Super. Alors, est-ce que je vais réussir sans que ça plante? Oui, ça c'est bon. Ouais, j'ai réussi. Super. Point suivant, la gestion du stress. Là, on a beaucoup parlé de l'organisation des révisions.
Un autre point, je pense, important, c'est le stress des examens. Et notamment avec tout ce qui concerne les émotions. Alors, une chose importante, et ça c'est la partie, pas neurosciences, mais communication non violente qui me fait vous dire ça, c'est que souvent on a tendance, quand quelqu'un stresse à côté de nous, à lui dire mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais t'inquiète pas, c'est ok, mais tu vas t'en sortir, mais pourquoi t'as peur comme ça, etc. Et en fait, ben ça se crispe encore plus. C'est, voilà, l'exemple que... Alors, je ne vais pas prendre celui d'hier, tiens, je vais prendre un d'aujourd'hui. Tout à l'heure, avant de venir, je suis venue, là où je loge, je me déplace à pied. Il s'est mis à grêler. Ben, je peux vous dire que je me suis dit, ah, je vais me prendre la grêle, etc. Si j'avais eu quelqu'un à côté de moi, que je lui avais partagé ça, qui m'avait dit, mais t'inquiète pas, ça va aller. Oui, mais je sais que ça va aller, je sais que je ne vais pas fondre sous la grêle. Mais ça m'énerve, quoi. J'avais juste envie de le dire, là, et de me dire, j'espère que je vais profiter d'une accalmie pour venir. Donc, c'est ça. L'idée, c'est, pour éviter qu'un petit grain de sable dans l'engrenage prenne des proportions pas possibles, un moyen de bien désamorcer, l'autre image qui me vient, c'est la soupape sur la cocotte minute, là, c'est permettez à vos jeunes de verbaliser, d'exprimer, s'ils y arrivent, ce qu'ils ressentent. Pour ça, vous avez des outils comme celui-là, la roue des émotions. Hop. C'est la même, qui permettent de mettre des mots. Ça, c'est super quand on a... je trouve ça très bien, par exemple, pour les enfants hypersensibles, qui ont besoin de savoir exactement ce qu'ils ressentent, de comprendre qui ont besoin de beaucoup comprendre ce qui se passe. Par contre, pour d'autres, ça ne va pas du tout leur parler, parce qu'il faut mettre des mots, et les mots, ils ne les ont pas du tout. Ils savent juste que ça les énerve, qu'ils ont peur, etc. Et... on peut utiliser d'autres outils. Alors moi, j'en propose deux. Je n'ai pas retrouvé l'autre. C'était un thermomètre des émotions avec, c'était plus nuages, soleil, etc. Et même pendant le confinement, par exemple, c'est des outils qu'on a beaucoup utilisés à la maison parce que le stress, c'était assez... Je suis en train de perdre notre micro. Était assez important. Et on leur avait proposé, donc les enfants de mon compagnon, à l'époque, avaient 10 ans et 17 ans. Et on leur avait proposé la roue des émotions et l'autre, le thermomètre. Même le grand, il préférait avoir ces petits symboles, les petits nuages, ça le connectait plus, quoi. Donc des fois, on peut avoir l'impression qu'ils sont grands, qu'ils vont pouvoir mettre des mots, et autre chose convient très bien. Donc leur proposer des outils, des temps d'échange, s'ils en ont envie, et si on est dans cette idée de accueillir ce qu'ils nous disent, et la meilleure façon de leur montrer qu'on a accueilli, c'est de reformuler ce qu'ils disent, c'est OK. Si on les questionne, autant tout à l'heure, je vous ai dit de leur poser des questions sur comment tu apprends, de quoi tu as besoin, etc. Mais sur les émotions, si on les questionne, en général, ça les ferme. Et l'autre chose importante aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure qui se construisent avec les pères, c'est que souvent, à cet âge, nos petits bébés, ils vont préférer se confier à leurs copains qu'à leurs parents. Et c'est OK. L'important, là aussi, c'est de garder... un œil dessus et de voir s'ils sont en train de se renfermer, si ils ont les ongles rongés jusqu'au sang, ou qu'ils ne mangent plus, qu'ils ne dorment plus, etc. Jusqu'à quel point va le stress. S'ils ont un petit peu de stress, on en a tous dans la vie, et qu'ils arrivent à en parler, à échanger avec leurs copains, c'est OK. D'autres choses aussi qui peuvent les aider à avoir moins de stress, on est en anticipation ou à y faire face, c'est célébrer leur victoire. Parce qu'en général, et moi j'étais bien comme ça aussi, on passe très vite sur les victoires. Ah ouais, c'est génial, on regarde le relevé de notes, wow, 14 là, 15 ici, 16 ici, ouais. Et le 10 là, pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé, nanana, et là on reste 3 quarts d'heure là-dessus. Ça, je pense que j'étais vraiment comme ça parce que mon fils me l'a rappelé des années après, il me dit, mais avec toi, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. J'ai dit, mais non, il n'y avait pas toujours un truc qui n'allait pas, c'est juste qu'il y avait des trucs qui allaient bien et des trucs qui n'allaient pas. Donc, première chose, séparer les deux. Moi, c'est ce que je vous propose. C'est un temps où on célèbre, célébrer, on ne va pas aller ouvrir une bouteille de champagne à chaque bonne note, c'est pas ça que je vous dis, mais juste un petit mot et se dire, ouais, super, etc. Et dans un deuxième temps, le lendemain, etc., là, on va pouvoir avoir l'œil plus d'analyse et d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et aussi,
cette fameuse petite phrase. On leur dit souvent, je vais redire ce que j'ai dit hier, c'est en stage, ça a été une révélation pour moi, puis je ne sais plus qui, une maman qui me l'a dit aussi, qu'elle avait entendu ça, que ça avait fait pareil. On m'a dit, évitez de leur dire « je suis fière de toi ». Parce que quand on dit ça, on les maintient dans cette dépendance de travailler pour nous faire plaisir, pour que ça colle à ce qu'on a envie. Bien évidemment, nous, on ne le dit pas comme ça et on ne le vit pas comme ça, mais eux le ressentent comme ça. Et donc leur dire « tu peux être fier de toi », ce petit pronom-là qui change tout, eh bien, ils en prennent conscience, ils se disent « ouais, c'est vrai, je peux être fier de moi ». Et là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécrétion de dopamine, etc., sérotonine et compagnie. Le pas grave, on en a parlé. Et dernier point, proposer des exercices, s'ils sont OK, de relaxation, de méditation. Ça convient à certains, ça ne convient pas à tous, mais c'est comme tout à l'heure, je vous disais, proposez-leur d'essayer. Et quand on propose quelque chose de nouveau, on a certains enfants, ados comme adultes, qui sont très réfractaires à la nouveauté. Au début, ah non, c'est nul ton truc, c'est nul ton truc. Et puis finalement, on aime bien, quoi. Finalement, on apprécie. Et ça me fait penser, la personne chez qui je loge, là, en Airbnb, c'est ce qu'elle me disait, elle fait du yoga du rire. Et elle me disait, mais au début, j'avais horreur de ça, et maintenant, elle est formatrice là-dedans. Parce qu'on peut avoir ce truc-là de rejeter toute nouveauté. Et à l'inverse, on peut aussi aimer beaucoup les nouvelles expériences, les nouvelles choses, etc. et trouver tout super, à dire « ouais, c'est génial ton truc », et au bout de 2 jours « ah non, j'en ai marre, ça ne me plaît pas ». Parce qu'on est dans l'excitation de la nouveauté et pas d'en trouver un truc qui nous correspond vraiment. Donc ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure sur les outils de mémorisation, etc., jusqu'à ces outils de gestion du stress, c'est vraiment de leur proposer de tester. Si vous pensez que c'est quelque chose, vous qui les connaissez bien, vous connaissez les personnes qui les connaissez le mieux, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut leur convenir, d'essayer à minima pendant 1 semaine, voire 2. Se dire, on fait 1 semaine, on fait 2 semaines, et après on fait le point. Alors, je vous ai mis juste après aussi, par rapport à ça, une vidéo que j'avais tournée avec un prof d'art martial qui donnait des techniques par rapport au stress. Et moi, celle que j'aime beaucoup aussi, en plus, c'est la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous pratiquez, ce sont des exercices de respiration. Alors, ce livre, c'est Cohérence Kid, mais il s'adresse même aux adultes. Hein. Moi, je fais des petits exercices qui sont dedans. Parce qu'on va essayer de trouver une page qui représente. Voilà. Vous avez à chaque double page un petit exercice, une petite activité de respiration qui est présentée comme ça et qui aide vraiment à se détendre. Alors, il y a plusieurs choses. Je ne vais pas développer ici. Moi, j'ai créé pour les familles que j'accompagne une routine de crise, ce que j'ai appelé une routine de crise, avec des exercices de respiration, des petites phrases à se répéter et même des petits gestes à faire. On la découvre à la maison en faisant vraiment ces exercices de respiration, etc. Une fois qu'elle est bien ancrée, on la découvre et on applique, j'ai appelé la routine de crise, quand ils ont le stress qui monte là, qui les envahit, on la découvre à la maison. Et une fois qu'elle est découverte et qu'ils se disent « ouais, c'est quelque chose qui peut m'aider », on se dit « ouais, mais ok, ils se mettent à faire des gestes, des exercices de respiration, on ne va pas faire ça en cours ». On l'adapte pour que ça puisse être fait de manière très discrète en cours, et même y compris pendant un examen. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent les aider à s'apaiser, et notamment la cohérence cardiaque et la visualisation aussi, de se projeter en situation de réussite et pas d'échec, quoi. Ça, c'est important aussi. Et qui va les aider notamment aussi au niveau de l'oral. C'est quelque chose de très important. Alors oui, ça me fait penser que je n'ai pas remis sur l'oral. 2 choses par rapport à l'oral, c'est bien souvent on les aide à préparer ce qu'ils vont avoir à dire, à montrer, mais on ne les aide pas à se préparer corporellement. Enfin, vous voyez, entre moi, quand je me suis entraînée, que j'ai préparé ce diaporama chez moi, et là, ce soir, je n'avais par exemple pas anticipé que je n'allais pas avoir mes 2 mains libres, le micro dans une main, etc. Donc, mettez-les quand vous les aidez à préparer l'oral, mettez-les debout dans les vraies conditions, avec le ciseau, un diaporama ou du matériel ou je ne sais pas quoi à manipuler,
qui soit dans ses vraies conditions. Ce n'est pas seulement, pour le coup, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste mémoriser, c'est gérer tout ça, toutes ces choses qu'il va y avoir à gérer au moment du passage à l'oral. Et l'autre chose aussi, c'est de les aider à voir, alors il y a 2 choses, les aider à anticiper ce qui va pouvoir être compliqué, ce qui va pouvoir mal se passer. S'ils vous disent par exemple, mais j'ai peur, je sais pas, j'ai mon diaporama et j'ai peur que ça ne fonctionne pas ou je sais pas quoi, on dirait que ça vient de m'arriver, c'est de trouver des solutions, de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une clé USB, en prévoir une deuxième? Vous voyez, de leur donner des solutions, les rassurer. Ça, c'est une chose. Et aussi, ils sont jeunes, ils ne sont pas matures, on l'a dit, ils apprennent. C'est de leur donner aussi le droit à l'erreur à ce moment-là. Et ça, c'est du vécu aussi. Mon fils aussi, j'ai que des exemples avec mon fils, pas avec ma fille. Pour le brevet, il voulait se débrouiller tout seul. Pour préparer son oral, il voulait se débrouiller tout seul, faire tout seul. Je ne sais même plus sur quel sujet c'était, mais il fait son truc, tout ça, etc. La veille de l'oral, il me dit « Maman, j'y arrive pas, maman, je galère avec le diaporama, etc. » On a dû se coucher à minuit, 1h du mat pour finir. Je dis « Ok. » Donc là, je lui ai rien dit. On a fait. Voilà. Et après, je lui ai dit « Une fois, Rémi, pas 2. Pour le bac, je ne ferai pas ça. » quoi. Bon, je ne sais pas si j'aurais tenu. Mais bien leur donner aussi le droit à l'erreur. Enfin, voilà, une évaluation, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude. Un examen, c'est la première fois. Donc, s'ils ont besoin exceptionnel, voilà. Ils se rappelleront dans 10 ans que vous avez été là pour eux ce jour-là. C'est le côté bienveillant. Voilà, ça je me suis dit, est-ce que je le remets ou pas? Mais quand même, parce qu'on est souvent, avec nos enfants, et là aussi, moi aussi, c'est du vécu, à vouloir leur dire, mais tu comprends ce que tu fais, c'est pour plus tard, ça va te servir, etc. Et là, plus on dit ça, plus on les voit qui s'enfoncent et qui se disent, bon, d'habitude, ça dure 10 minutes, là, ça fait déjà un quart d'heure, quand est-ce qu'il ou elle s'arrête? Donc, c'est la fameuse leçon de morale qui les fatigue et qui ne sert absolument à rien, à part nous faire du bien. Donc, c'est pour ça que toutes les questions que je vous ai proposées avant, d'amener autrement, de ne pas être dans le « pourquoi », parce que déjà, cette question-là, elle coince. Hein. Si je lui dis « pourquoi vous n'êtes pas mis devant ?» On sent tout de suite que ça fait un petit quelque chose comme ça. Alors que si on dit « comment tu peux faire pour ?» Vous voyez, comment tu peux faire pour que ton prochain oral, tu ne t'y prennes pas au dernier moment? Comment on peut faire pour que tes notes montent en maths? Comment on peut faire pour? Là, on est vraiment dans une autre démarche et une recherche de solutions ensemble. On les rend acteurs. Et là, ils se sentent vraiment beaucoup plus impliqués et pas comme sur l'image ici, jugés. Donc tout ça, je vous l'ai dit à peu près. Et ça, voilà, je me disais bien. Ça, je vous en ai parlé aussi, cohérence, méditation, etc. Voilà 3 vidéos donc, sur ma chaîne par rapport au brevet, avec des pistes. Et donc, on va terminer par... Est-ce que vous avez des questions sur ça, la gestion du stress, le brevet, etc. Je ne vous demande plus, comme vous êtes très discret. Au niveau de l'aide extérieure, on peut se dire, voilà, moi je veux prendre quelqu'un pour aider mon enfant à préparer le brevet, qui va venir l'aider, etc. C'est OK, il n'y a pas de souci. On peut complètement aider son enfant, être son coach, une espèce de coach préparateur mental, etc., sans être son entraîneur au jour le jour. Mais posez-vous bien ces questions. De quoi mon enfant a-t-il le plus besoin? Est-ce qu'il a du mal à comprendre ses cours? Est-ce qu'il a du mal à gérer son stress? Est-ce qu'il a du mal à apprendre, tous les outils que je vous ai proposés? Ou est-ce qu'il a besoin qu'on soit là au quotidien? Parce que sinon, il ne s'y met pas. OK, il a bien compris l'importance de tout ça, mais il n'arrive pas à s'y mettre. Donc, s'il n'arrive pas à s'y mettre et qu'il a besoin de quelqu'un au quotidien pour juste lui mettre un petit coup de pied au derrière en lui disant « Allez, vas-y, tu t'y mets », OK, là, un étudiant va complètement faire l'affaire. Si c'est parce qu'il a des choses qu'il n'a pas compris, peut-être des lacunes à voir, un étudiant pourra
faire l'affaire, j'aime pas ce mot-là, mais s'il a suffisamment de pédagogie, s'il est capable éventuellement d'utiliser du matériel, comme on a vu, ou différentes choses, s'il arrive à comprendre ce que votre jeune ne comprend pas. Donc, le truc que je voudrais mettre en évidence, c'est prendre quelqu'un, oui, mais qui pour faire quoi? Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Pareil pour le stress. Peut-être qu'il va plus avoir besoin de 2-3 séances de sophrologie ou de je ne sais quoi pour l'aider à gérer son stress plutôt qu'un étudiant qui risque de le faire stresser encore plus parce qu'il lui explique des choses qu'il ne comprend pas. Donc voilà. La question c'est oui, mais pourquoi? Alors, pour la suite, et qui reprend un petit peu tout ce qu'on a vu ce soir, un livre écrit par un collègue sur Help, je veux réussir mes études. Donc il a fait des études en droit, et donc c'est plus après pour lycée, études supérieures, etc. Mais voilà, j'aime beaucoup son livre. Je l'ai présenté aussi sur ma chaîne parce que ça reprend de manière beaucoup plus détaillée tout ce que je vous ai dit là. Et hop. Donc, pour terminer, si vous ne deviez repartir qu'avec un seul mot ce soir, quel est le mot qui vous a marqué, que vous avez retenu par rapport à tout ce qui a été présenté? On y reviendra tout à l'heure. Hop. Pendant que vous répondez, moi, je ne vous donne pas un mot, je vous donne une image. Pardon. En conclusion, quand on a nos enfants qui viennent au monde, on ne s'attend pas du tout à tout ça. Hein. On ne s'attend pas qu'on va être là un mardi soir comme ça, écouter une conférence sur comment l'aider à gérer sa scolarité au collège. On s'attend à ce que ce soit tout linéaire jusqu'à l'arrivée. Et en vrai, ça ressemble plutôt à ça. La vie, de manière générale, mais la scolarité aussi. Donc l'idée, c'est de se dire ce qu'on accepte dans la vie, les hauts, les bas, les difficultés, etc. Acceptons-le aussi dans la scolarité. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de cette fameuse soirée un peu foutue où j'ai aidé mon fils à préparer son oral de brevet. Ben, c'est OK, quoi. Ça fait partie de la vie et c'est OK. En rabaissant un petit peu ça, là, vous voyez, on rabaisse un petit peu le niveau d'exigence. Et pour ça, ça veut dire qu'on va être là, on va les aider à chaque fois qu'ils vont rencontrer des épreuves. Par exemple, on ne va pas leur reprocher à chaque fois qu'ils font une erreur, c'est ce que je viens de vous dire. Comment ça, t'es tombé dans le trou, mais tu voyais bien qu'il y avait des cailloux, tu pouvais faire attention, etc. Ouais, ben, voilà. Fait ce qu'il peut, il apprend. On va leur donner des outils, comme cette échelle ici, et je pense que je vous en ai présenté plusieurs ce soir. Et hop, on va leur apprendre à ramer, à se débrouiller, à savoir faire un petit peu différentes choses, comme gérer le stress, par exemple. Voilà. Et malgré tout, ils continueront quand même à rencontrer des imprévus et des choses qui leur tombent comme une averse de grêle sur le coin de la tête. Et c'est OK. Et donc, l'autre chose très importante aussi, c'est d'être là aussi pour célébrer, on l'a dit, chacune des petites victoires. Parce que souvent, on a toujours ça en tête, l'arrivée, donc qui peut être le brevet, qui peut être le bac, qui peut être quand tu seras établi dans ta vie active. Et on se dit, ouais, mais si je le célèbre trop ici, il ne va plus rien faire. Non, s'il ne fait plus rien, c'est qu'à un moment donné, il s'est trop mis la pression, on lui a trop mis la pression, ou à l'inverse, l'autre extrême complète, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas dit hier, et on en a parlé après, donc je le redis ce soir. Apprendre, évoluer, c'est un besoin naturel de tout être humain, même de tout animal. Donc, quand il va bien, quand ça a du sens, quand il est dans un environnement sécurisant, portant, etc., et qui lui libère de la dopamine, naturellement, il va avancer. Mais il y a besoin de temps de pause, il y a besoin de stabiliser un petit peu tout ça, de savourer tout ça. Donc, c'est important aussi de célébrer chacune des victoires sans se dire que si je célèbre, il s'arrête, il n'ira pas au bout. Au contraire.
Voilà, donc si vous avez une image à retenir, pour moi, c'est celle-là. Alors, est-ce que... Hop, voilà. Sympa comme image. Accompagner qui revient plusieurs fois, soutien, soutenir, ouais, adaptation. Accompagner, on le voit pas mal. Hein. Ça me va, moi je suis satisfaite parce que c'est exactement ce message que j'avais envie de vous faire passer. Hein, c'est ce que je vous ai dit au début, on passe de la position de contrôlant à la position d'accompagnant, de soutien, voilà, mais sans pour autant baisser les exigences, quoi. On négocie le comment, mais pas le quoi, ce qu'il y a à faire. Voilà, je trouve que c'est une belle image. Pour finir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre écoute et votre participation. S'il y a des questions, je vous écoute. Merci à vous. Vous voulez prendre la parole ? Je tire mon chapeau, vous êtes parents, moi pas, et bravo, félicitations, bon courage pour la suite. Merci pour tous ces conseils, je suis sûr que... je pense deux choses. Je pense que certains vont trouver des astuces pour améliorer leur façon de faire, pour aider leur enfant. Et je pense aussi, et je suis quasiment sûr que certains se sont dit « Ah, ça va, c'est bien, et ça va marcher au bout d'un moment, et peut-être même ça marche déjà. » Et je suis sûr que, en tout cas, chacun fait de son mieux, comme on espère que vos enfants font aussi de leur mieux. Merci beaucoup, et je veux aussi remercier l'appel, évidemment, d'organiser ces conférences, parce que forcément, c'est très enrichissant pour tout le monde, et c'est des choses qui vont être évidemment renouvelées à l'avenir. Comme d'habitude, à l'appel, ça se termine par un quoi boire. Voilà, donc... Dans la bienveillance. Voilà, ça se passe dans la salle à côté. Merci beaucoup, on retourne, bonne soirée, à bientôt.